Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité aujourd'hui, une figure de l'action humanitaire, Ronnie Broman. Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien président de Médecins sans frontières. Beaucoup de thèmes dans l'actualité qui nous ont amenés à vous proposer d'être avec nous. Un hôpital bombardé en Afghanistan, un Proche-Orient qui s'embrase, des attentats, et puis la situation des réfugiés dont nous allons bien sûr parler. Alors pour vous poser les questions, Sophie Malibaud de Radio France Internationale, Philippe Ricard du Monde qui également donc vous demandera de commenter l'actualité. Tout d'abord peut-être sur la réalité des migrants ou des demandeurs du droit d'asile. Je voudrais que l'on revoie un extrait d'un journal télévisé d'il y a 37 ans, presque jour pour jour. C'était à l'époque des Boat People, les French Doctors étaient à l'œuvre. Regardez la façon dont on commentait à l'époque. Cauchemar aujourd'hui pour 238 Vietnamiens du Hai Hong arrivés en fin de matinée à Roissy en France. C'était il y a 36 ans. La crise des Boat People d'Indochine faisait la une des journaux télévisés avec des images d'embarcations de fortune en mer de Chine, surchargées de familles qui fuient le communisme et les persécutions sans savoir où aller. Ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. À l'époque, politiques et intellectuels français mettent de côté leurs désaccords pour s'unir autour d'une même cause et accueillir non pas quelques centaines ni quelques milliers, mais plus de 120 000 réfugiés. Une entente et une mobilisation exceptionnelle, exemplaires même, qui semblent aujourd'hui inimaginables. Pourtant, les images sont les mêmes et la détresse de ces hommes, femmes et enfants aussi. Mais la réaction, elle, est radicalement différente en France comme dans le reste de l'Europe. Face à la crise des migrants en Méditerranée, l'Union européenne a fait le choix de remplacer l'opération italienne de sauvetage Mare Nostrum par Triton, alors que la première, la seule véritable opération humanitaire, a permis de sauver plus de 150 000 personnes. La seconde, elle, n'est que militaire, chargée de la surveillance des frontières. Une autre philosophie. Et lorsque ceux qui fuient la guerre et la mort choisissent un autre chemin, là aussi ils se heurtent à l'étroitesse d'une Europe qui se barricade. Et quand contrainte et forcée, l'Allemagne ouvre ses frontières, c'est pour les refermer presque aussitôt. Après la crise grecque, celle des migrants réaffirme la division de l'Union européenne, mais surtout avec elle réapparaissent cruellement les démons du passé. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Sauf que l'histoire de l'Europe appartient aux Européens et force est de constater que celle du vieux continent bégait. Où sont les Harons et les Sartres du XXIe siècle ? Ronnie Broman, on voit ces images. En effet, on pourrait ne pas savoir si ce sont des Boat People ou des images prises il y a quelques jours en Méditerranée. Qu'est-ce qui a changé ? Mais d'abord, peut-être qu'il faut nuancer un peu les différences qui sont établies entre l'époque des années 70 et aujourd'hui du point de vue des Boat People. Parce que ce reportage ne nous dit plus, enfin semble oublier que des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'entre eux se sont noyés en mer de Chine. Et qu'avant de pouvoir mettre en place un dispositif de secours, un très grand nombre de vies ont été perdues. Donc il ne s'agit pas d'enjoliver à l'excès le passé pour noircir de façon un peu excessive le présent. Il y a eu beaucoup de réticences, beaucoup de drames avant qu'on en vienne à cette opération, disons, de sauvetage des Boat People. Par ailleurs, ce qui a changé, en effet, c'est le fait que, parce que des choses ont changé, oui. Évidemment, on était quelques années après la guerre du Vietnam, on était en pleine ascension de ce que, avec le recul, on peut appeler, disons, le mouvement antitotalitaire, c'est-à-dire la contestation de ces régimes qui, au nom de la libération, opprimaient leur peuple. Donc cette espèce de renversement d'opinion qui faisait du communisme, non pas la libération, mais le nouveau cauchemar qui pesait sur l'humanité. Et ces réfugiés venaient en quelque sorte attester le bien fondé de cette critique antitotalitaire. Donc ils votaient avec leurs pieds contre un système, avec leurs pieds ou avec leurs bateaux, contre un système oppressif. Donc ils venaient renforcer en quelque sorte la supériorité morale, je mets des guillemets évidemment à ces mots, mais la supériorité morale de l'Europe des démocraties occidentales. Les réfugiés de 2015 sont musulmans, c'est aussi une explication ? Oui, alors il y a sans doute d'autres considérations, l'islam, la rivalité traditionnelle entre l'islam et la chrétienté, la perception de menaces qui se précise autour
toujours. Mais n'oublions pas qu'entre-temps, il y a eu une étape. C'était la chute de l'Union soviétique, la chute du camp communiste en général. Et c'est le moment où on a commencé à avoir des opérations de refoulement, d'endiguement des flots de réfugiés. C'est par exemple le moment où on a commencé à déployer des contingents dits militaro-humanitaires, des casques bleus, des forces internationales, qui venaient en quelque sorte prodiguer des secours à l'intérieur des pays en guerre, plutôt que de laisser passer des flots de personnes qui devenaient des réfugiés en franchissant des frontières. Donc il y a eu une sorte non, je ne dirais pas d'escalade, mais enfin de progression dans ce sens-là. Et tout de même, pour éviter encore une fois de noircir ce tableau, n'oublions pas que l'opération Triton, la Mare Nostrum, pardon, a été une fantastique opération de sauvetage, que 150 000 personnes lui doivent la vie, que c'est une intervention humanitaire sans précédent dans l'histoire, disons, des secours, dans l'histoire de l'humanitaire, et qu'il faut quand même rendre hommage à la marine italienne et à l'Europe qui a financé cela, pour avoir fait cette magnifique opération. Oui, alors, il y a des crispations aujourd'hui. Oui, Mare Nostrum a été remplacée par une opération qui est plus de surveillance et d'endiguement du flux de réfugiés. Qu'est-ce que vous en pensez tout de même de l'action des Européens aujourd'hui ? Alors, en effet, les Européens sont partagés entre, d'une part, leurs engagements juridiques et moraux, à savoir être une terre d'asile pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de fuir leur pays, et de l'autre, la montée de contestations politiques à l'intérieur, la montée des extrêmes droites, des réflexes identitaires, la montée des peurs, disons, avec lesquelles les politiques sont obligés de composer, en effet. Moi, ce que je souhaite, c'est que les politiques aient le courage de rappeler les proportions et les engagements. Les proportions, ce sont les chiffres. Nous parlons de 1 million, peut-être 2 millions, peut-être 3 millions de réfugiés. Sur 500 millions d'Européens. Sur plus de 500 millions d'Européens. C'est-à-dire qu'à l'échelon du continent organisé, je ne parle pas du continent géographique, c'est tout à fait dérisoire quand on voit que rien qu'en Turquie ou en Jordanie, en Turquie, ce sont 2 millions de réfugiés. En Liban, en proportion, c'est beaucoup plus. Donc, qu'on ait le courage de mettre en avant ces proportions et l'importance symbolique, politique, d'être généreux, d'être ouvert vis-à-vis de ces populations. Ce n'est pas exactement le chemin qui est pris en ce moment, et là je rejoins ce qui était dit implicitement dans le reportage ou ce que vous suggérez, à savoir qu'il y a un raidissement, un durcissement, et je le regrette en effet. Alors, c'est vrai pour des pays, c'est vrai collectivement d'un point de vue européen, c'est vrai pour un pays comme la France, mais c'est beaucoup moins vrai pour l'Allemagne. Comment vous expliquez ce décrochage entre l'Allemagne et la France sur ce point particulier, notamment le fait que l'Allemagne finalement est beaucoup plus attractive même pour des réfugiés et des migrants que la France ? Parce que l'Allemagne offre plus d'emplois, a une démographie qui est plus propice à l'accueil de jeunes générations. Plus de la moitié de ces réfugiés ont moins de 25 ans, ont une formation tout à fait correcte, sont souvent une formation universitaire. Et l'Allemagne a plus d'occasions de les employer que la France ou que d'autres pays, ce que les réfugiés, en particulier les réfugiés syriens, ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle ils se dirigent vers ce pays-là ou vers les pays scandinaves. Donc, des raisons à la fois démographiques et économiques les poussent là. Et puis, par ailleurs, sans doute y a-t-il, disons, un souvenir, enfin une mémoire collective de l'Allemagne qui les incite, qui incite Angela Merkel et un certain nombre de gens à être plus ouverts. Mais malheureusement, on voit qu'en ce moment, les choses sont en train de s'inverser. Et ceux qui pensaient que la seule photographie du petit Aylan prise sur cette plage de Turquie avait fait basculer les opinions doivent réviser leur jugement, parce que ça n'est pas avec une émotion fugitive qu'on crée une politique. Mais tout de même, la position d'Angela Merkel, de ce point de vue-là, reste déterminée, elle est forte, et je pense qu'il est important qu'elle soit appréciée à sa juste valeur dans l'ensemble de l'Europe. Sophie Medibot. Ronny Broman, il y a aussi ces réfugiés qui viennent des côtes libyennes et des hommes politiques qui se font les défenseurs d'une idée de blocus, de bloquer, de faire un blocus en mer au large des côtes de la Libye. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de... J'en pense plusieurs choses. Je pense d'abord qu'il n'est pas illégitime pour un pays ou un ensemble de pays de contrôler ses frontières. C'est un acte de souveraineté nationale, et moi je ne suis pas
opposé à ces actes de souveraineté nationale. Qu'il y ait des contrôles aux frontières me paraît, c'est ce que l'on voit dans le monde entier, et l'Europe a aussi bien que d'autres pays ou d'autres régions dans le monde le droit de contrôler ses frontières. Cela étant, la question des migrations, parce que pour ce qui concerne le traversée de la Méditerranée, on est pour moitié dans sur une question de demande d'asile territorial. Il y a des Syriens, des Somaliens qui viennent chercher un asile en tant que réfugiés de guerre. Et puis il y a aussi des migrants qui sont à la recherche d'une vie meilleure, d'opportunités économiques, comme on dit. Et il me semble qu'il est important de dissocier, sans les durcir à l'excès, ces catégories. Les réfugiés ont un droit à l'asile que le monde entier est censé le reconnaître et que l'Europe doit respecter. Les migrants économiques n'ont pas, a priori, un droit à la migration. Il y a un droit à la mobilité, il y a un droit à quitter son pays, mais il n'y a pas d'obligation pour les pays d'accueil d'accorder la résidence. Donc vous nous dites, ceux qui fuient la guerre sont légitimes à être accueillis, ceux qui cherchent une vie meilleure économiquement, ils ne sont pas dans cette situation, ils peuvent être maintenus à l'écart. Ils sont dans une situation différente, mais pour autant, je ne plaide pas pour leur refoulement, car je pense qu'il faut modifier le regard que l'on pose sur ces migrations internationales. C'est d'une part un phénomène qui est général, qui est historique, qui a toujours existé, et que les hommes bougent, enfin une partie plus exactement des hommes bougent, d'ailleurs une partie relativement limitée, mais... D'ailleurs à l'intérieur des pays pauvres le plus souvent. D'abord, oui, 95% des mouvements se font, disons, d'un pays à l'autre, enfin dans une géographie très limitée aux pays voisins. Les migrations internationales, transcontinentales, sont beaucoup plus limitées. Mais là encore, c'est plutôt l'organisation de la mobilité que la crispation derrière des frontières qui sont de toute façon jamais totalement infranchissables. C'est cette organisation de la mobilité qu'il importe, à mon avis, de mettre en avant. Parce que la plupart des gens qui fuient, qui quittent leur pays, qu'ils soient réfugiés ou migrants économiques, ne le font pas pour l'éternité, ne le font pas pour le reste de leur vie. Ils ont envie de revenir chez eux, mais soit de s'abriter pendant un moment extrêmement difficile, soit de chercher une chance économique pendant quelques années. Et, vous voulez dire, Ronnie Broman, qu'il faudrait, par exemple, que la France ait une politique des visas, par exemple, un peu plus accueillante, un petit peu plus ouverte? La France et l'Europe dans leur ensemble, car nous en avons besoin de cette... on parle toujours de l'immigration comme un fardeau. Certains veulent parler de l'immigration comme d'une chance. C'est à mon avis, dans les deux cas, excessif, mais c'est en tout cas un besoin. C'est un besoin social, un besoin économique, et ça peut être aussi, dans le décours de cela, une chance. Moi, soit en Centrafrique, au Congo, enfin, je continue d'aller pas mal en Afrique, avec notamment Médecins sans frontières. Je rencontre régulièrement des gens, des chauffeurs de taxi, des entrepreneurs, des gens avec qui j'ai l'occasion de discuter comme ça, dans la rue ou autour d'une tasse de thé, qui parlent de leur séjour en France, qui en gardent un souvenir ému, qui ont passé 5, 10, 15 ans, et ça a été un moment de leur vie. Ils ont travaillé, ils ont amassé un pécule, ils sont revenus chez eux pour monter une entreprise, et ils sont heureux comme ça. Et ça crée des liens affectifs, des liens culturels, des liens économiques. Tout ça, c'est du gagnant, si j'ose dire. Et je pense que aussi bien là-bas qu'ici, on en a besoin, car n'oublions pas que l'aide au développement, les budgets d'aide au développement envoyés par les migrants économiques sont bien plus importants que les budgets publics d'aide au développement. À l'occasion de cette crise, il y a beaucoup question d'une politique migratoire européenne. Quelles devraient être les fondations de cette politique, les fondamentaux de cette politique ? Je pense qu'il s'agirait de passer d'une attitude purement défensive, avec simplement des petits pertuis, des petits goulots qui permettraient à une petite population de passer. Il s'agirait au contraire, non pas d'ouvrir les frontières en grand, mais d'avoir une politique de visa beaucoup plus accommodante, permettant, dans une organisation générale entre pays d'accueil et pays sources, d'organiser cette mobilité, de permettre à des gens de venir pour plusieurs années, sans les obliger, une fois qu'ils sont entrés dans le territoire, à se claquemurer, à rentrer éventuellement dans la clandestinité, ou en tout cas à ne plus jamais en sortir, de peur de ne plus pouvoir rentrer. Donc cette politique d'aller-retour serait, je pense, enfin il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur ce plan-là. Sur le plan technique et pratique,
on a de bonnes raisons de penser que ce serait une avancée considérable. Sur le plan politique, ce serait quelque chose de relativement audacieux qu'apparemment peu de gouvernements sont prêts à adopter. Et d'un point de vue très pratique, que pensez-vous de ce mot hotspot, des centres d'accueil, d'identification, voire de tri entre réfugiés, migrants, hotspot qui seraient placés aux frontières des pays européens? C'est une bonne idée ou pas? Ils viennent de... Ça correspond à un besoin pratique de réponse immédiate. Donc, je ne sais pas encore comment il fonctionne. Il vient juste de commencer. Je n'en ai pas encore le bilan. Je ne veux pas juger a priori. Mais en tout cas, ça ne répond pas à un enjeu beaucoup plus global qui est l'organisation de cette mobilité. Là, il s'agit bien plutôt de savoir qui vient d'un pays dit sûr ou qui vient d'un pays dit dangereux, et donc d'ouvrir un droit d'asile au second et de le fermer au premier. On parlait tout à l'heure de la différence, Ronnie Broman, la différence la difficulté qu'il y a à identifier réfugiés économiques, réfugiés politiques. Quelquefois, la frontière est assez ténue. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des pays du Nord, du point de vue du développement, qui finalement décolle assez difficilement, en Afrique notamment, et même des situations politiques? On a souvent préféré la stabilité dans nombre de pays à la démocratisation. On n'a pas forcément toujours favorisé l'émergence de la démocratie. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité de ce côté-là? Oui, on a une responsabilité sans doute, parce que tout est lié. Donc nous sommes impliqués dans tout cela, et on sait bien que la politique de la France, d'autres pays ex-impériaux par ailleurs, a souvent consisté à privilégier en effet la stabilité des chefs d'État amis, quelle que soit leur méthode de gouvernement, plutôt que les mouvements populaires, les aspirations démocratiques. Donc je vous rejoins tout à fait sur ce plan. Effectivement, il y a une part de responsabilité. Mais ça change. Néanmoins, où on est toujours... Non, ça change. Ça change, ne serait-ce que à partir du constat que nous n'avons plus les moyens d'imposer des gouvernements à des peuples qui les rejettent. On peut dire que depuis les années 90, avec notamment à l'occasion de la tragédie rwandaise avec le génocide, on s'est aperçu qu'il n'était plus possible, avec quelques centaines de troupes d'élite, de protéger un régime contre des possibles renversements. Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années, on peut dater ça assez précisément, ça fait une vingtaine d'années qu'on s'est aperçu que c'était une époque révolue. Cela étant, ça ne change pas complètement la donne, car la question du développement, c'est-à-dire la division du travail, du changement des habitudes dans un grand nombre de sociétés du tiers-monde, ne relève pas d'une décision occidentale, mais plutôt de processus sociaux interne. Et c'est donc dans un processus endogène qu'il faut voir les choses. Donc notre responsabilité existe, certes, et dans les termes que vous avez rappelés, j'en suis d'accord, mais elle est limitée. C'est quand même principalement les responsabilités des pays du tiers-monde et leur co-organisation, leur capacité, par exemple, pour des domaines que je connais bien, sur la question du médicament, de l'accès aux soins, à se dresser contre des politiques imposées par des multinationales. C'est à eux que cette responsabilité échoua, en se regroupant, en se rendant plus fort. Et malheureusement, la division dans les pays du tiers-monde reste encore une source d'affaiblissement importante. Ronnie Broman, on parlait des réfugiés. Il y a actuellement, notamment en Syrie, des frappes aériennes. Est-ce que les humanitaires sont nécessairement des pacifistes? Est-ce que vous dénoncez ce type d'intervention militaire en disant ça complique les choses encore? Non, l'humanitaire n'est ni pacifiste ni antipacifiste par essence. Il suffit de regarder la tradition. Il y a eu un humanitaire interventionniste, même qui s'habillait en kaki. Bernard Kouchner en a été l'une des figures, un peu tout, et personne ne peut lui contester. Moi, je suis en désaccord avec lui sur plein de choses, mais il y a une chose que je ne contesterai pas, c'est que c'est bien dans une certaine tradition humanitaire que j'appellerais impériale qu'il se situait. Il y a un autre humanitaire qui se situe en dehors de tout interventionnisme militaire. Donc ce n'est pas à partir des cadres humanitaires que l'on peut juger du bien fondé ou non des interventions en Syrie, je pense. Merci Ronnie Broman. Nous allons sur les antennes de RFI et sur celles au pluriel de TV5 Monde faire un point d'actualité et on se retrouve dans un instant. Nous parlerons notamment du Proche-Orient et des suites de l'attentat en Turquie. A tout de suite. Notre invité aujourd'hui dans l'International sur RFI, sur TV5 Monde, en liaison avec le quotidien français Le Monde, Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Nous venons de parler beaucoup de la situation des réfugiés. Je voudrais que l'on
comporte un regard particulier sur ce qui vient de se passer à Kunduz en Afghanistan il y a une dizaine de jours à peine, où l'un des hôpitaux de Médecins sans frontières a été bombardé assez longuement, bien sûr indignation internationale, et une sorte de première, le président des États-Unis, Barack Obama, s'est excusé en personne. Est-ce que ça suffit, au fond, à faire retomber l'indignation ? Non, non, ça ne suffit pas. Et la première, avant même les excuses... On rappelle une vingtaine de morts. Hein. Oui, avant les excuses d'Obama, la première, c'est que cet hôpital, non seulement a été touché par un missile, mais a été la cible d'attaques répétées pendant plus d'une heure. On ne sait pas exactement combien de missiles sont tombés, mais 4 ou 5, alors même que c'était en pleine nuit, alors même que Médecins sans frontières avait averti à l'avance toutes les autorités, tous les belligérants, talibans, forces armées afghanes, forces armées américaines, OTAN, de sa localisation. Attendons le résultat de l'enquête, mais pour l'instant, il y a quand même de fortes présomptions, en effet, qu'il s'agisse d'un crime de guerre, du fait de la répétition. Ça n'est pas simplement le fait qu'un missile soit tombé et qu'il y ait eu des morts, c'est le fait qu'il y a eu, pendant plus d'une heure, répétition des attaques. Donc il y a quelque chose là de délibéré. Les Américains disent que ce sont de mauvais renseignements côté afghan qui ont provoqué ce drame. Écoutez, il faut tirer en effet l'affaire au clair et puis on verra. Ronnie Broman, qui doit tirer cette affaire au clair? Est-ce qu'on peut se contenter d'une enquête diligentée par les forces américaines d'un côté ou les forces afghanes de l'autre? Ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir une enquête réellement indépendante? On va le voir. Je ne peux pas encore répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que Médecins sans frontières est fortement déterminé à obtenir cette enquête indépendante, mais je ne sais pas quels vont être les résultats pour l'instant. MSF a décidé d'activer un mécanisme qui n'a jamais été activé jusqu'à présent, qui s'appelle la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, qui est, disons, un mécanisme prévu par les conventions de Genève, et qui permet donc à un État non partie prenante à un conflit de diligenter une enquête sur l'établissement des faits. Donc il ne s'agit pas d'une investigation juridique, mais simplement d'établir les faits eux-mêmes. Et vous pensez... Donc MSF a pris contact avec les 76 États qui sont signataires de ce traité, disons, de cette disposition. Plusieurs États ont déjà répondu positivement. Ça n'est pas encore public, donc je ne peux pas dire lesquels. D'ailleurs, je ne le sais pas moi-même. Je ne sais pas quels États ont répondu. Mais a priori, les choses sont en train de démarrer. Ça ne préjuge pas d'autres mécanismes possibles. Par exemple, une enquête du Congrès, une plainte déposée aux États-Unis pour obtenir de la part du Congrès une enquête, voire une autosaisine de la Cour pénale internationale, puisque nous ne sommes pas habilités à saisir la Cour pénale, mais celle-ci peut tout à fait s'autosaisir pour diligenter une enquête, puisqu'il s'agit d'une violation grave du droit international humanitaire, c'est-à-dire d'un crime qui relève de sa compétence juridictionnelle. On parlait d'un crime. Oui, il y a crime quand même. En tous les plusieurs dizaines de morts. Les dirigeants actuels de Médecins sans frontières ont affirmé que c'était bien un crime de guerre. Vous paraissez plus nuancé sur le sujet? Non, ils ont affirmé, enfin, l'ONU, les premiers qui ont prononcé le mot crime de guerre, c'est l'ONU. C'est le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU qui parlait potentiellement d'un crime de guerre. MSF a aussi choisi de parler d'une telle incrimination pour insister sur le côté répétitif, donc nécessairement délibéré de cette attaque. Enfin, nous ne préjugeons pas non plus des résultats de l'enquête. Il faudra voir. Nous ne sommes pas habilités à prononcer une incrimination juridique. Et en attendant, Ronnie Broman, MSF s'interroge sur son activité en Afghanistan. Est-ce que l'Afghanistan, aujourd'hui, pourrait se passer des services rendus par MSF sur le terrain, sachant qu'à Kunduz, par exemple, c'est l'hôpital. En gros, il n'y en a qu'un. C'est l'hôpital chirurgical et aujourd'hui, il n'y a donc plus aucune possibilité pour un blessé, pour quelqu'un qui a un accident de la route ou un problème chirurgical, de se faire soigner en effet. Non, MSF n'est pas en train de revoir l'ensemble des activités en Afghanistan. On va sûrement même être amené à les renforcer. Cette cette tragédie de Kunduz ne remet pas en cause notre implication dans les zones de guerre en général. Mais qu'est-ce que ça en dit long peut-être sur la situation en Afghanistan, le fait que MSF soit à ce point important dans un pays comme ça, où il y a eu quand même plus de 10 ans d'intervention étrangère? Oui,
Ça, c'est disons, c'est pas une analyse, disons, de Médecins sans frontières, mais quelque chose d'un peu plus personnel. Moi, depuis bien longtemps, je suis partagé entre étonnement et écœurement de voir le discours officiel tenu sur l'Afghanistan prospérer sans pratiquement aucune retenue, aucune critique. L'Afghanistan, initialement, c'est une riposte au 11 septembre. Enfin, disons, l'intervention américaine en Afghanistan, c'est une riposte aux attentats du 11 septembre, et ça se comprend parfaitement. Aller déloger les bases terroristes à partir desquelles cet attentat avait été concocté. Et le régime taliban à l'époque. Voilà, c'était à l'abri du régime taliban. En effet, peut-être pas forcément avec sa complicité, mais en tout cas à l'abri de celui-ci. Donc les Américains interviennent, viennent neutraliser, disons, ces bases terroristes. C'est une opération de police internationale que personne à l'époque n'a contestée. Et puis, peu à peu, on est passé à autre chose, à une opération de... un processus de reconstruction nationale, de construction, de confidence building, comme on dit, de state building, de nation building. Je le dis en anglais parce que, pas pour faire mon malin, mais parce qu'en français, ça sonne tellement ridicule qu'on se demande même ce qu'on veut dire par là. Et de fait, moi, j'ai jamais compris ce qu'on voulait dire, sauf qu'il s'agissait de s'occuper, quoi. Il s'agissait de faire une sorte de service après-vente auquel je n'ai jamais cru un instant. Et je vous rappelle que quand le président Sarkozy nous disait qu'on était en Afghanistan pour arracher les femmes à leur prison de tissu, ôter le voile des femmes, bref, civiliser l'Afghanistan, le rendre conforme aux canons auxquels on souscrit nous-mêmes. Là, on avait changé tout à fait de registre, de cette opération de police. On renouait avec cette vieille mission civilisatrice qui a été le fantasme de l'Europe coloniale, de la France impériale que l'on connaît. Et ça... Mais il y avait de nombreuses voix tout de même qui s'élevaient contre ce que les talibans faisaient subir aux populations. Et vous étiez donc contre le fait qu'on aide les Afghans à instaurer la démocratie? J'étais absolument contre qu'on instaure la démocratie pour les Afghans. D'abord parce que je n'y crois pas un instant. Je ne pense pas qu'on puisse établir la démocratie à la place des gens concernés. Je crois au contraire que les interventions extérieures ne font que raidir les populations locales, ne font que stimuler un sentiment nationaliste de rejet et que ça sème la haine, bien plutôt que la confiance qui est la base sur laquelle on peut construire la démocratie. C'est vrai aussi pour l'intervention américaine en Irak il y a 14 ans. Là. Absolument, absolument. C'est une vérité, c'est vrai pour l'intervention française en Libye. J'étais d'ailleurs venu en parler ici même, j'étais contre cette intervention parce que je ne croyais pas un instant qu'on pouvait parachuter ou en tout cas envoyer au bout de nos missiles l'esprit démocratique. Ce n'est pas comme ça qu'on construit la démocratie. Je ne dis pas du tout que la démocratie ça doit être réservée à un petit contingent de pays industrialisés. Je n'ai jamais cru cela et je ne le crois pas plus aujourd'hui. On se souvient que la première... on ne l'impose pas par les armes. On se souvient que c'était Jacques Chirac qui avait dit d'ailleurs à propos de la Tunisie, alors qu'il y avait une contestation du régime de Ben Ali, que le premier droit de l'homme c'était de manger à sa faim, comme si ça suffisait pour dire que la démocratie était peut-être un deuxième temps ou qu'elle n'avait pas forcément sa place. Oui, mais c'est confondre droit et besoin. Ouais. Le premier besoin de l'homme, en effet, c'est d'assurer sa propre survie. Ça, en effet. Ouais. Mais il y a bien d'autres aspirations que d'organiser sa propre survie physiologique. Et là-dessus, je me sépare tout à fait de ce que disait le président Chirac. Il n'empêche que ça n'est pas avec des hélicoptères d'assaut et des avions Rafale qu'on installe la démocratie. La Libye, ce qui se passe en Libye est venu nous le rappeler. C'était d'une évidence criante. À l'époque, je vous rappelle, le cœur de la presse, des intellectuels, l'enthousiasme général, y compris d'ailleurs dans l'opinion publique. Il y avait un fort soutien de l'opinion publique. Vous n'étiez pas contre l'intervention au Mali, par exemple, pour stopper les djihadistes? Non, mais il s'agissait d'autre chose. En effet, donc je ne suis pas interventionniste de principe, merci de le rappeler. La menace qui pesait sur le gouvernement de Bamako, sur la population de Bamako, devait, à mon avis, être stoppé. Et je pense en effet que les forces françaises ont bien fait, à l'instigation, à l'appel du gouvernement malien, de le faire. Mais je ne crois pas non plus, là, que la présence militaire française va régler le problème historique
de la coexistence entre le sud et le nord du Mali, entre les populations, disons, touareg et arabes du nord et les populations du sud. Le racisme, la violence, les tensions ethniques et culturelles qui existent à l'intérieur de ce pays ne sont pas solubles dans l'intervention militaire française. Donc, fixons-lui un objectif limité. C'était un objectif de sécurité temporaire. Le reste, l'évolution politique du Mali, ça n'est pas dans la possibilité, ça échappe totalement à l'intervention militaire française. René Broman, un autre thème dans l'actualité, il s'agit du Proche-Orient. Je rappelle que votre histoire personnelle y est liée, vous êtes né vous-même à Jérusalem. On parle aujourd'hui, on l'a vu dans les journaux, on l'entend dans les journaux de RFI, d'une troisième intifada dite au couteau. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'il faut se résigner à ce qu'il n'y ait jamais la paix dans cette région du monde? Non, il ne faut pas s'y résigner, mais il ne faut surtout pas rejeter dos à dos ceux qui colonisent d'un côté et ceux qui donnent des coups de poignard de l'autre. La situation est profondément asymétrique. On a d'un côté un État qui dispose d'énormes moyens de force et de coercition. Vous parlez d'Israël. D'Israël, donc, qui ne cesse d'utiliser ces moyens de force pour voler la terre des Palestiniens, pour installer des colons qui, en plus, humilient au jour le jour une bonne partie de la population palestinienne. Je rappelle, pour simplement souligner la singularité de cette histoire, qu'Israël se donne le droit de détruire les maisons des familles de gens qu'elle considère comme des terroristes, sachant que quelqu'un qui, à mon avis, résiste à une occupation n'est pas un terroriste, mais un résistant. Et les maisons de ces personnes donc sont détruites, ou des familles de ces personnes sont détruites. Donc il y a une sorte il y a une véritable punition collective qui est infligée à ces gens-là, et que ce faisant, Israël sème une haine durable, car la réaction d'un jeune homme, d'une jeune femme, voyant sa famille humiliée, le lieu où ils ont grandi détruit par une bande de voyous, de hooligans en uniforme qui s'arrogent ce droit-là, cette réaction-là, c'est une haine inextinguible. Comment vous, né d'une famille juive, êtes-vous perçu en Israël en tenant ces propos ? Écoutez, il y a des gens qui sont d'accord avec moi en Israël, heureusement. Justement, malheureusement, pas beaucoup. Une proportion assez infime. Vous estimez qu'il représente quelle proportion dans le pays ? Peut-être quelques pourcents, mais enfin... Parce que Netanyahou est légitime, il gagne les élections. Oui, Netanyahou est légitime, en effet. Le martèlement propagandiste selon lequel Israël est une sorte d'îlot de civilisation entouré de terres sauvages, une villa dans la jungle, comme disait Ehud Barak, donc pour désigner les Palestiniens comme des bêtes sauvages face auxquelles il fallait se descendre. Ça, c'est la gauche travailliste moderne israélienne. Hein. Voilà où on en est dans ce pays. Alors effectivement, cette dérive droitière, l'esprit macartiste en plus de traque de tous les dissidents qui est en train de s'installer en Israël, tout ça ne favorise pas effectivement l'expression démocratique. Mais il y a tout de même, et c'est tout à l'honneur de cette société, il y a tout de même, disons, des résistants internes, des gens qui se battent contre cette dérive sécuritaire et fascisante dans laquelle est engagé le pays. Peut-on encore sortir du conflit en créant deux États, ou est-ce trop tard ? Moi, je ne le crois pas, mais enfin, je ne veux pas arriver avec une solution toute faite. Il me semble que les deux États sont devenus une utopie aujourd'hui, compte tenu du mitage des territoires palestiniens par la colonisation qui s'étend sur à peu près l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, colonisation plus zone de sécurité représente 60% d'occupation du territoire cisjordanien. Donc il me semble que c'est plutôt dans le constat qu'il y a aujourd'hui une seule autorité qui s'exerce sur les Palestiniens entre le Jourdain et la Méditerranée, donc sur l'ensemble de la Palestine historique. Peut-être que c'est à partir de ce constat, je dis peut-être parce que je veux être prudent, je ne veux pas, peut-être après tout, que le retrait des colons, de l'armée, en tout cas la cessation de l'occupation militaire et le choix que les colons devront faire, soit de rester sous autorité palestinienne, soit de rentrer dans leur pays, peut-être que c'est une option aussi que je ne veux pas écarter. Je n'y crois pas beaucoup et je me dis qu'un seul État avec des droits démocratiques pour tous, avec un système fédéral ou confédéral, parce que ça ne peut pas se faire
faire d'un simple claquement de doigts. On ne peut pas décider que tout le monde a le droit de vote et les mêmes droits dans le pays, compte tenu des haines, des différences de développement qui existent dans l'ensemble de la Palestine mandataire ou d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est en effet un processus qui prendra du temps. Mais pardon, je ne crois pas qu'on puisse se résoudre à cet état de fait, parce que ce serait se résoudre à accepter l'Afrique du Sud dans sa situation d'apartheid des années 80. Et on a vu que ça ne peut pas fonctionner. Question de Sophie Malibaud pendant que vous buvez un peu d'eau. Vous y croyez aux tentatives de la diplomatie française, par exemple, de relancer le processus de paix? Est-ce que ce processus de paix, avec les personnages en présence que sont Netanyahou, Mahmoud Abbas, a des chances un jour de reprendre? Mahmoud Abbas est une personnalité tout à fait estimable, mais âgée, fatiguée et largement discréditée auprès de sa propre population. Netanyahou, lui, c'est le contraire. Il est très légitime puisqu'il est très porté par sa population, mais il a dit clairement qu'il s'assoyait sur les accords d'Oslo. Je rappelle que l'assassinat de Rabin est largement le fait de la propagande conjointe de Netanyahou et de Sharon pendant la campagne électorale de 95, lorsqu'il affichait Rabin, le seul chef d'État israélien qui a pris au sérieux l'idée que la sécurité des Israéliens ne passait pas seulement par le déploiement armé, mais par la paix avec les Palestiniens. Il a été le seul, ni avant ni après. Personne n'a jamais fait ça. Il l'a payé de sa vie. Mais cette vie qui lui a été ôtée, c'est très largement Sharon et Netanyahou qui en sont responsables, car eux-mêmes le dépeignaient sous les traits d'un nazi ou d'un collabo. Oui, on se souvient de ces images, de ces affiches. Voilà. Avec, quand en Israël, on affiche quelqu'un avec l'uniforme SS, à quoi est-ce qu'on invite la population? À lui tirer dessus, naturellement. Et c'est ce qui a fait... Alors, René Broman, vous dites vous-même, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est quelqu'un d'affaibli, etc. Ça justifie, au fond, l'approche des Israéliens, Netanyahou, qui dit « je n'ai pas d'interlocuteur pour faire la paix ». Oui, en effet, ils n'ont pas d'interlocuteur, parce que systématiquement, quand ils en ont un, ils le démolissent, ils le disqualifient, rappelez-vous... Il y en a en prison? Oui, en prison, comme Marwan Barghouti, par exemple, qui est, je tiens à rappeler son nom, parce que pour moi, c'est le Nelson Mandela palestinien. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est pour ça qu'il est important de rappeler son nom. C'est un Mandela palestinien, parce qu'il a... disons, toutes les qualités à la fois intellectuelles, politiques et presque, je dirais, physiques. Mandela était un boxeur, Marwan Barghouti était un combattant de rue de la première intifada. Il a gagné sa légitimité politique en étant dans la rue lors de la première intifada. Mais c'est aussi un penseur politique, c'est aussi quelqu'un qui a une légitimité auprès de l'ensemble des factions politiques de la société palestinienne. Il est le seul à pouvoir les rassembler. Il est aujourd'hui en prison et pour la vie, puisqu'il a 5 condamnations à perpétuité, puisque c'est le système anglo-saxon, de cumul des peines là-bas, sur un dossier entièrement vide, entièrement constitué par les services de sécurité israéliens, donc dont la plus pure tradition des autocraties. Et vous dites que lui, ce sera Mandela, ce sera un interlocuteur pour faire la paix. Donc il y a des interlocuteurs. Marwan Barghouti est typique de cette situation. Donc c'est qu'Israël n'en veut pas. Mais Israël, depuis les années 2000, a développé cet argument, on appelle ça la conceptia, là-bas ça porte un nom, a développé cet argument selon lequel, nous n'avons pas d'interlocuteur, soit parce qu'il est illégitime, soit parce qu'il est divisé, et on organise la division et on empêche les gens de bouger, soit parce qu'il refuse de nous reconnaître en tant qu'État juif. Ça, c'est une nouveauté qu'on semble accepter comme une espèce d'évidence. Autrement dit, on demande aux Palestiniens de devenir sionistes. C'est quand même fort, ça, que personne, en tout cas dans le monde politique, dans le monde diplomatique, ne juge opportun de disqualifier ces revendications israéliennes pour essayer de faire un peu place nette et remettre sur la table la question de la dispute territoriale et du partage de cette terre. Non, on invite les gens à respecter les accords, enfin, disons, à des déclarations qui sont sans rapport avec le problème traité. Ronnie Broman, comment est-ce que vous percevez la stratégie américaine vis-à-vis de cette région du monde? Est-ce que l'administration Obama a complètement sous-estimé l'importance que revêt toujours cette question la nécessité de sortir de cette impasse
sur le conflit israélo-palestinien. Le prix Nobel de la paix, Barack Obama. Oui, le prix Nobel de la paix, mais ça n'a pas été la meilleure décision, quelle que soit l'estime qu'on peut apporter à la personne du président américain. Ça n'a pas été la décision la plus judicieuse du jury Nobel, à mon avis. John Kerry fait des efforts assez méritoires. Il est méthodiquement... Le secrétaire d'État américain. Secrétaire d'État américain, donc leur ministre des Affaires étrangères, fait des efforts méritoires pour tenter de faire avancer les choses. Par exemple, on murmure en ce moment qu'il n'opposerait pas de veto à la proposition française de faire avancer contre la volonté israélienne la discussion sur le conflit si jamais les Israéliens s'engageaient dans de nouvelles colonies, décidaient de nouvelles constructions. Bon, c'est un peu dérisoire parce que tous les jours il y a de nouvelles constructions, mais symboliquement ça compte. Depuis longtemps, les Américains opposent leur veto à toute initiative allant dans le bon sens en Israël. Là, il semble, enfin sur le conflit israélo-palestinien, là il semblerait que Obama durcisse un peu sa position et que Kerry soit prêt à faire cela. C'est la crainte face à une extension du danger que représente Daesh jusque sur le territoire israélo-palestinien. Ah ben oui, sans doute y a-t-il de cela. Sans doute aussi y a-t-il la conviction que ce conflit, sans être le conflit matriciel, celui qui décide de tout le reste, il a 70 est un conflit, conflit extrêmement important, et a une résonance mondiale. C'est le plus ancien mondial, c'est le plus ancien, exactement. L'ONU. C'est le plus, avec disons le Cachemire aussi, mais justement, enfin le Cachemire, on tente de s'en occuper. Fait l'objet aussi de tentatives de résolution internationale. Celui-ci doit retrouver le même régime. Le Monde. Autre prix Nobel de la paix, mais beaucoup plus récent, puisque c'est une décision d'avant-hier, remise donc du prix Nobel de la paix au dialogue politique en Tunisie, qui a relancé un peu le processus démocratique. Qu'en pensez-vous? Pour vous, c'est un signal effectivement très flatteur, une révolution qui pourtant a aussi ses limites, notamment un tournant sécuritaire récent. C'est une piqûre de rappel quelque part? C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est l'un des prix Nobel les plus mérités, les plus judicieux qui aient été décernés depuis longtemps. Je pense que ça représente en effet un encouragement aux forces démocratiques tunisiennes qui sont en effet tentées du fait des attentats de Sousse, du Bardo, du premier semestre de l'année, qui sont en effet tentées par certaines dérives sécuritaires. Cela étant, il ne faut pas confondre les impératifs de sécurité et les dérives sécuritaires. Une société a aussi des besoins de sécurité. Les gens veulent se protéger contre des attentats terroristes. Le tourisme doit reprendre en Tunisie parce que c'est un impératif économique. Et donc, ils ont besoin de mesures de sécurité. Je crois qu'aucun Tunisien ne contesterait cela. Mais rétablir un système à la Ben Ali, disons, de surveillance générale de tous, d'arrestation arbitraire, de pratique de la torture, voilà ce qui est en jeu. Il me semble que le prix Nobel, dans ces conditions-là, renforcera le camp démocratique, qui n'est pas un camp de la candeur sécuritaire, mais de la sécurité démocratique. Et de ce point de vue-là, c'est une très bonne nouvelle. Ronnie Broman, vous êtes classé parmi ce qu'on peut appeler en France les intellectuels de gauche. On ne précisait même pas, il y a quelques années, de gauche tant ça allait de soi. Aujourd'hui, il y a un débat ou un glissement. On peut être intellectuel, avoir une place et, au fond, revenir à une forme, disons, de droite bien marquée, pas nationaliste, mais parfois assez proche. Comment vous voyez cette évolution-là, vous ? Qui participe à ce débat d'idées? Je constate qu'il y a une droitisation générale et que celle-ci n'est pas... Qui touche les intellectuels aussi. Oui, qui touche les intellectuels, mais si on regarde l'histoire des intellectuels, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je ne suis pas sûr de me situer dans cette catégorie-là. Moi je suis un médecin, un praticien qui tente de réfléchir à sa pratique et d'avoir quelques considérations théoriques, mais pas une personne qui intervient sur tous les domaines à tout propos. En tout cas, peu importe mon cas personnel en l'occurrence, ce que je constate, et c'est la lecture de George Orwell qui m'a fait prendre conscience de cet état de fait, c'est qu'il y a toujours eu une fascination des intellectuels pour le pouvoir. Et plus le pouvoir est dur, plus cette fascination grandit. Alors, il y a eu des pouvoirs d'extrême droite, hitlériens ou fascistes, qui ont attiré un grand nombre d'intellectuels. Et puis, il y a eu le pouvoir stalinien, ou très fort, qui... Maintenant,
On est dans un pouvoir fort plutôt libéral, et on constate en effet cette attraction qui exerce ces pouvoirs forts sur une partie des intellectuels, mais tout de même, n'oublions pas ceux qui résistent à cela. Merci Ronnie Broman d'avoir accepté notre invitation internationale aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, sur celle de TV5 Monde, et bien sûr excellente lecture de notre partenaire Le Monde. Merci Ronnie Broman. Merci.